Bonjour, alors bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, la réalisatrice du film. Donc à chaque séance, nous avons un débat thématique. Aujourd'hui, placé sous le sceau de la sociologie, avec nos invités que je te vais demander à rejoindre, Natacha Tchetkouti-Ossorowitz et Patricia Paperman. Donc sur le thème, nous allons débattre sur le thème surveiller et punir le genre, point d'interrogation. Alors n'hésitez pas à intervenir aussi, hein, cher public, c'est un échange avant tout. Également, nous avons une spectatrice surprise qui s'est glissée dans le public aujourd'hui, qui est notre ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. Donc n'hésitez pas également à intervenir quand vous le souhaitez pour nous éclairer peut-être. Alors aussi, nous avons des membres de l'association Lire c'est vivre, donc si vous avez des questions sur les cercles de lecture, pareil, n'hésitez pas. Donc je passe la parole à Natacha. Bon, alors je vais commencer. D'abord, grandement merci à vous, Christine Taubira, d'être ici, ça m'aime beaucoup. Merci pour tout le travail que vous avez fait dans le monde de la justice et pour le combat que vous avez mené sur la question du mariage pour tous, sur lequel aussi j'ai beaucoup travaillé, notamment dans ces controverses. Donc c'est une grande émotion de vous savoir ici parmi nous. Je ne le savais pas au départ. Merci aussi pour ce documentaire que j'ai trouvé très beau et qui m'a permis de me ressaisir de certains axes d'ailleurs de la recherche. Alors je vais la présenter brièvement et du coup ensuite on va rebondir. Donc depuis, nous sommes sociologues. Alors Patricia, sociologue plutôt spécialisée dans les questions du care, des émotions, moi sociologue des questions de genre et d'inégalité sociale, et nous menons depuis 1 an et demi, avec un temps de pré-enquête 2 ans avant, une recherche sur l'expérience carcérale des femmes en longue peine, parce qu'il y a quand même un déficit dans les sciences humaines et sociales, et pas que, dans les politiques publiques aussi. C'est un impensé concernant les femmes, ça on le sait dans la société en général, mais évidemment dans les logiques aussi de détention. Et la spécificité de ces femmes en longue peine, c'est que, c'est très bien dit dans le film d'ailleurs, quand elle parle du garçon, le mauvais garçon comme figure héroïque, la mauvaise fille, c'est pas une figure héroïque, et c'est pas un signe de liberté. L'incarcération pour ces femmes est souvent plus difficile, elles sont plus isolées, elles sont aussi plus éloignées géographiquement parce que la plupart des centres pour peine sont dans le nord de la France, ce qui ne permet pas de maintenir les liens familiaux de manière aussi vive que pour les hommes en détention. Et donc ce qui nous intéresse dans ce travail, qui va d'ailleurs être publié à la dispute, c'est d'essayer de comprendre comment se construit ce qu'on appelle la disciplinarisation de la peine par le genre, c'est-à-dire comment s'appliquent les pratiques justement à travers ce qu'on appelle le parcours de peine. Est-ce que tout le monde est familiarisé à tous ces termes ici? Parce que peut-être que... Donc une fois condamné, il suffit pas d'être condamné, mais une fois condamné, il faut au fond prouver qu'on est d'accord avec la peine. Il faut aussi être en accord avec le délai de peine prononcé et dire en gros comment on aurait pu faire autrement. Je caricature, mais enfin c'est un peu ça, ce parcours. Et alors ça rejoint un peu les préoccupations du film, c'est que du coup la privation de liberté, c'est pas seulement être enfermé derrière des murs pour un temps plus ou moins long, mais c'est aussi être coupé de l'expression. Que ce soit l'expression orale, mais aussi la capacité à produire du discours. Et ça, c'est quelque chose que l'on perçoit très vivement dans notre enquête. Et chez les femmes en longue peine, il y a d'ailleurs une expression qui revient très souvent, c'est « on prend sur soi ». Mais c'est pas seulement on prend sur soi, c'est-à-dire dans une espèce de contrôle continuel des émotions, même s'il y a des moments ça lâche forcément, mais c'est aussi dans la capacité à produire un discours critique qui est quand même plus que difficile en prison, dans la capacité à produire un discours collectif qui est difficile en prison, et il est difficile aussi pour les femmes qui, au fond, n'ont pas toujours été socialisées à vivre entre femmes, contrairement aux hommes qui ont, au fond, une socialisation de départ plus forte et plus, plus légitime.
Voilà, donc on a interrogé plus de 4... Donc c'est un centre. Alors là aussi, c'est une particularité pour les femmes, c'est que la plupart des établissements pour peine, hormis Rennes par exemple, sont des établissements construits pour et par des hommes, ce qui fait que les femmes sont enclavées à l'intérieur de ces centres pénitentiaires. Donc je ne vais pas le donner le nom ici pour anonymiser les données, mais le centre pénitentiaire que l'on observe depuis 1 an et demi par des entretiens, des journées d'immersion, des focus group où on passe des films, et c'est dommage que notre enquête se finisse là parce que ça aurait été très bien de le passer, les femmes sont aussi sanctionnées dans leur mode de déplacement, c'est-à-dire contrairement aux hommes qui peuvent se déplacer plus ou moins librement via toutes les caméras de surveillance, évidemment. Mais il n'y a pas toujours des surveillants derrière, ou des surveillantes derrière les hommes qui se déplacent, alors que pour les femmes, pour aller à l'unité de soins, pour aller au parloir, pour aller n'importe où, elles longent des couloirs de béton et elles sont sous la surveillance constante des surveillantes. Eux, d'ailleurs. Et donc, il y a toute une sanction disciplinaire qui s'exerce, notamment dans les activités mixtes, comme vous l'avez montré ici, c'est-à-dire qu'il y a une hantise de la pénitentiaire, qu'il y a un rapprochement entre hommes et femmes, un rapprochement sexuel, je m'entends, même s'il y a un attouchement corporel, ça peut être suspect d'eux, et donc, généralement, quand il y a un rapprochement, la sanction tombe sur les femmes qui vont se trouver du coup suspendues des activités alors que pour les hommes ça va être maintenu. Et ça on le voit dans les ateliers de travail, formation, ateliers culturels, sportifs, etc. Voilà. Et donc dans cette enquête, on a aussi interrogé tous les acteurs de la pénitentiaire. Alors vous n'êtes pas sans savoir que en tout cas la prison où on est, mais le plan des nouvelles prisons, c'est aussi des prisons construites sous partenariat privé-public. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre, en gros, toutes les activités, notamment de formation et de travail, sont le cantinage, la restauration, sont sont engagées par le privé, par des grosses sociétés privées, chapeauté par Bouygues, et en fait, ce qui relève du public, c'est la surveillance et les conseillers de probation de peine et d'insertion. Donc, évidemment, ce partenariat privé-public a aussi une incidence dans la vie carcérale sur lequel on pourra revenir après. Donc, on a fait des entretiens aussi avec ces acteurs du privé, avec des associations, avec l'aumônerie, avec l'unité de soins, et avec les surveillants, ça a été très compliqué. À ce jour, on n'y est pas vraiment arrivé, et comme on finit le terrain en juin 2000, à la fin de ce mois-ci. Voilà, il y a une difficulté de produire un discours, là aussi, sans doute, pour ne pas dire... dernièrement, il y a une surveillante qui m'a dit, dans un couloir, alors que j'observais la distribution des médicaments, il m'a dit, voilà, je ne peux pas répondre à votre enquête, je ne peux pas faire d'entretien, parce que ce serait craché sur mon uniforme, j'aurais trop de choses à dire, donc je préfère me taire. C'est assez éclairant sur, justement, cette position qui en plus se définit dans une position de corps opposée aux détenus et inversement, et dans une dialectique oppositionnelle comme ça, et du coup, nous arrivant sur le terrain, très difficile de pouvoir, au fond, avoir des entretiens avec elle, donc on a 4 entretiens. Déjà voilà, je te laisse peut-être, Patricia, présenter aussi les ateliers littéraires que tu as observés. Alors, il ne marche pas très bien. Ah, pardon. On n'a peut-être pas besoin de micro. Si j'enregistre aussi. Il se trouve que dans le cadre de cette recherche de type ethnographique, j'ai participé à un prix littéraire organisé par deux enseignants de Paris 7. C'est pas du tout à anonymiser, ça. C'est merveilleux. Ce qu'ils font comme travail sont des gens qui, par ailleurs, enseignent et ont mis en place ou participent, depuis des années, enseignent des diplômes en vue d'obtenir des diplômes, pas des licences, pas des masters, mais des diplômes dont j'ai oublié le nom, des diplômes spécifiques de littérature, donc il s'agit de littéraire. Ils organisent ce prix littéraire depuis 2-3 ans. Donc depuis le début de l'enquête, les personnes qu'on a rencontrées et que depuis quelque temps, avec notre prise de conscience accrue, on n'appelle plus détenues, mais prisonnières. Voilà, donc elle nous parlait beaucoup de ce prix, des romans, du plaisir de travailler dans ce cadre-là, du genre de livres qu'elle lisait et de tout le dispositif mis en place par ces 2 enseignants
voilà, pour partager le plaisir de la littérature. Cette année, donc, j'y suis allée, les connaissant, voilà, et un peu appelée, un peu poussée, un peu, voilà. Donc, alors, d'abord, votre film, je trouve, qui rend très très bien l'ambiance entre les gens autour des livres et ce qui peut se dire et l'espèce de bonheur qui a à se parler normalement. Et pas de manière hachée ou de manière contrôlée ou en étant pris dans ces rapports de pouvoir qui sont extrêmement durs, permanents, voilà, en prison. Donc là, il y a en effet, un autre espace de parole qui s'ouvrait. Il se trouve que dans le cadre de cette recherche, comme on a mis les pieds partout, d'ailleurs, on a fini par nous trouver très envahissantes. C'est la direction. Voilà, on trouvait qu'on était trop là, qu'on envoyait trop. Donc on a fouillé partout et on a été dans beaucoup d'activités. On a été dans les ateliers, on a été à la scolarité, on a essayé de voir un peu les activités, les formations dans lesquelles on je sais pas. Enfin, en tout cas, côté formateur, côté organisateur, ça n'a pas posé de problème. Le problème était ailleurs. On l'a compris. Donc, on avait vu plusieurs types d'activités, toujours sympas, toujours bien, toujours moments où, en effet, pouvait s'instaurer entre les femmes prisonnières et l'organisateur, l'organisatrice, ou entre elles, des rapports qu'on n'observait pas autrement dans d'autres espaces, c'est-à-dire où c'était les autres espaces, je sais pas, dans les coursives, à la cour de promenade, voilà. Donc quelque chose se passe dans ces lieux. Donc, mais qui, alors, bon, on est en cours d'élaboration, donc vous excuserez mon balbutiement et mon tâtonnement en termes de trouver les bons concepts pour parler des différents modes d'expression et de parole et de relations qui s'instaurent dans ces lieux différents. Mais, bref, j'en viens au point. Le point est, le prix littéraire offre un espace de parole et de relation qui est de qualité complètement différente. Alors, de tout ce que j'avais observé jusqu'alors. Alors, de qualité différente, certes, grâce au talent des deux organisateurs qui font ça avec une maestria, une délicatesse, une gentillesse, tout en faisant très très bien travailler tous les gens qui sont là, c'est-à-dire ils préparent à l'avance, ils préparent leur résumé, ils choisissent leurs citations, ils élaborent sur les personnages, ils sont prêts à dire la critique positive, négative, ils sont tout prêts quand ils arrivent, même ceux qui font semblant de n'avoir rien préparé. Ça, c'est comme ça qu'on voit les bons profs. Donc là, s'élabore en effet une parole dont la qualité, alors je vais pas la grader ou surtout pas la chiffrer, mais la qualité, c'est qu'elle, en effet, elle parle de littérature et d'un objet d'amour commun qu'est la littérature, que sont les personnages. Alors, un petit clin d'œil au film, ou votre film est un clin d'œil au prix littéraire. Donc, en discutant avec les deux profs qui organisent ça, je leur ai demandé comment ils choisissaient les livres à lire, donc qui sont voilà, ça prend l'ensemble du prix littéraire, ça prend environ, je crois, 6 mois, 1 an. Les livres sont lus, puis donc il y a un vote, et donc le premier et principal critère, c'est que l'auteur doit être à portée de main. C'est-à-dire doit pouvoir venir recevoir le prix en prison, et surtout l'objectif, c'est qu'il préside la session suivante. Voilà, donc ce sont des auteurs français, francophones, ou des gens qui vivent pas trop loin, et voilà, ça coûte pas cher de faire venir. Ouais. Et Tanguy Viel, voilà. Et donc le critère, c'est juste là-dessus. Parce que donc je leur demandais d'autres critères ou en fonction de quoi, ils savent pas trop. Et alors donc ils y vont en tâtonnant et ils disent, sauf que certains sujets sont difficiles, douloureux. Et donc, ça s'est posé et à l'occasion de la lecture de ce Tanguy Viel-là. Ça s'est pas passé. C'était trop difficile.
Et alors, juste après, je vous laisse poser la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, il y a une des détenues que vous avez dans le film que nous avons en entretien, maintenant, dans la prison où on est. Et c'est pas du tout... Oui, oui. Et c'est pas du tout idéalisé. Tout à l'heure, vous nous disiez, il y a des gens qui pensent que... Je ne dirais pas qui c'est, mais en tout cas, je vous dirai en off. Mais en tout cas, voilà. Et quand je l'ai eu en entretien, la première des choses, au premier entretien qu'elle raconte, elle venait d'arriver de la MAF, de Fleury, et son obsession, ça a été de transporter les cartons de livres, et expliquant qu'effectivement, elle a appris à lire en prison, alors qu'elle a vraiment un passé extrêmement difficile, à la fois de violences cumulées, toxicomanie, etc. Là, le livre a été sa principale ressource, et elle arrivait, quand le premier entretien, ça faisait 8 jours qu'elle était là, et c'est ces cartons de livres qui l'obsédaient. Donc c'était... Tout à fait. Je sais qui c'est maintenant. Mais oui, j'ai une question pour vous. Donc là, vous travaillez vraiment donc sur les prisons de femmes. Est-ce que vous faites un travail aussi comparatif avec les hommes et quelles seraient les grandes différences pour généraliser un peu? Alors, non, on ne fait pas d'enquête ethnographique dans les prisons d'hommes. Parce qu'il y a déjà beaucoup de travaux sur les hommes. Donc, on a de quoi s'inspirer pour comparer les trajectoires avec tout ce qui existe depuis les années 70. En gros, en sociologie, en tout cas en France, et même en histoire, il y a eu un énorme boulevard créé, entre autres, ou en tout cas influencé par Michel Foucault autour de Surveiller et punir, qui a ouvert les grands travaux sur la prison en France. Dans les années 80, sous l'impulsion de Michel Perrault, qui est historienne, il y a eu un certain nombre de travaux sur la question des figures de femmes criminelles. Voilà, depuis les années 2010, il y a un renouveau dans le champ, c'est-à-dire, je pense au dernier bouquin de Myriam Joël sur la sexualité en prison, aux travaux de Corinne Rostin, c'est bien avant, mais aux travaux en histoire, Mais lui, il a travaillé sur femmes et hommes, mais voilà, sur le travail, absolument. Mais tout l'ensemble de ses travaux ne s'est, pas penché d'abord sur la question des femmes, ne se sont pas penchés non plus sur la question des longues peines. Alors, et ça s'explique pourquoi les travaux n'ont pas travaillé, les enquêtes n'ont pas spécifiquement travaillé sur les longues peines. C'est que, dans les prisons françaises, on rencontre plutôt des petites et moyennes peines. Donc, du coup, ça n'a pas suscité le même intérêt. Et puis, il existe un point de vue androcentré de la science, comme d'ailleurs des politiques publiques qui, du coup, ont laissé à penser que les femmes étaient juste soit invisibles, spécifiques, et donc, voilà, peu porteuses d'intérêt. D'ailleurs, les freins que nous avons eus sur le terrain de recherche, en partie, sont liés à ça. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'elles ne représentent que 3,7 à 4% de la population carcérale. Donc, on ne voit pas pourquoi on s'y pencherait. Donc, elle suscite peu d'intérêt. Voilà. Donc, et c'est une ethnographie que sur un seul lieu de détention. Alors, nous, on aurait aimé faire une analyse comparative entre structures partenariat privé-public et structures entièrement publiques. Voilà. Mais les relations avec la DAP, la Direction de l'administration pénitentiaire, ne sont pas toujours évidentes. Bon. Ils n'aiment pas trop les chercheurs, il faut le dire. C'est un peu compliqué le rapport avec les chercheurs. Oui. Alors, après, je vais répondre à votre question, du coup. Oui, je peux rajouter une phrase. Oui, en fait, ils préfèrent les journalistes qui restent, c'est-à-dire pas les journalistes, c'est pas du tout, je veux pas dire du mal de cette catégorie de professionnels, mais les gens qui restent pas longtemps. Il faut pas rester longtemps, il faut passer au pas de course, voir les vitrines qu'on veut bien vous montrer, et c'est tout. Dès lors qu'on s'attarde un peu, ça crispe. Voilà. On a d'ailleurs observé, parce que alors, autant les bibliothèques, c'est vrai, depuis la réforme Badinter, étaient un lieu de vitrine démocratique des prisons. Maintenant, c'est les nurseries. Ces nurseries, c'est quelque chose. Et donc, dans la prison où on mène l'enquête, il y a une nurserie qui est ouverte récemment. Pour ceux qui connaissent le terrain de la pénitentiaire, vous allez comprendre où est cette prison à force, mais bon. Et donc, pendant l'enquête, 2 journalistes de TF1 un jour sont venus pour visiter cette nurserie. Et ça a été une mise en scène extraordinaire. Donc, voilà. Donc, sur les différences femmes-hommes. Alors, ce que je disais déjà, la première, sur la question des distances géographiques. C'est assez fondamental, puisque, du coup, c'est difficile de maintenir des liens. Bon. Deuxièmement, c'est sur le statut des délits.
Nous, dans la population qu'on a rencontrée, je précise toujours en longue peine. Alors, qu'est-ce qu'on entend par longue peine? C'est pas nous qui avons inventé la définition, hein. C'est entre 5 et 35, 40 ans de peine. Donc, parmi les femmes qu'on a rencontrées, la plupart, beaucoup en tout cas d'entre elles, sont condamnées pour fait d'homicide dans le contexte de violence conjugale. Donc, évidemment, ça, c'est pas le type de délit qu'on rencontre le plus majoritairement chez les hommes. Donc, il y a un coût à la fois subjectif du délit et un coût en termes de relations de proximité entre intérieur et extérieur qui est plus difficile pour ces femmes que pour les hommes. Et par ailleurs, pendant leur temps d'incarcération, pendant ce fameux parcours d'exécution de la peine, au fond, dans ce type de délit, pour beaucoup d'entre elles, le temps de la peine leur permet de se reconnaître comme victimes, alors qu'auparavant, elles n'ont jamais pu se définir comme victimes, puisqu'elles n'ont pas été entendues comme victimes. Et en même temps de se reconnaître comme victimes, du coup, ça leur donne un statut aussi de sujet et une capacité à aller vers un ailleurs. On leur demande tout le temps de se dire auteur. Donc c'est ce double paradoxe, cette double injonction entre auteur et victime qui singularise ces trajectoires à l'intérieur de violences conjugales ou violences intrafamiliales. Ça ne veut pas dire que dans les parcours d'hommes, il n'y a pas de violence intrafamiliale, mais du coup la structuration et la subjectivité autour du délit se construit pas de la même manière, et du coup avec des attentes genrées du côté de la pénitentiaire, des acteurs de la pénitentiaire, qui n'est pas la même. C'est-à-dire, ce qu'on attend des femmes, c'est d'abord, il y a la question du statut de la mère, qui est quand même très très présent, et qui aussi définit ces trajectoires, pour laquelle elles sont souvent dépossédées, du coup. Je ne dis pas forcément pénalement, mais en termes de relations. Et puis, on attend des femmes qu'elles ne soient pas trop émancipées. Il faut qu'elles soient dociles quand même à la discipline. Et si elles ne le sont pas, elles le paient aussi très cher. Je pense par exemple, alors dans autre type de délit qu'on rencontre, c'est les prisonnières autodéfinies comme politiques. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ces prisonnières, les ex-membres de l'ETA, qui, elles, évidemment, ne sont pas dans un statut de docilité. Hein. Elles ne sont pas non plus dans un système de délation qui fonctionne très bien, en fait, et avec les gradés, les surveillantes, avec des systèmes de gratification, etc. Et elles sont dans des systèmes de solidarité sororale très fortes. Et du coup, elles ont une vie quand même pas très facile avec la pénitentiaire. Pour celles qui marchent, et dans le récit de la culpabilité permanente, et dans ce récit de docilité, eh bien, voilà, il y a des arrangements en tout cas qui peuvent se faire. Et après, le troisième type de délit que l'on rencontre, c'est les délits liés à des histoires aussi financières, voilà, ou des escroqueries, voilà, où il y a eu récidive, alors que dans les autres situations, il n'y a pas souvent récidive. Et après, tout ce qui est délié consommation de stupéfiants, où il peut y avoir, mais qui sont entremêlés avec de la prostitution contrainte, etc. Je voulais juste ajouter qu'il y a uniquement 3,5% de personnes détenues en France qui sont des femmes. Donc voilà, c'était juste pour compléter ça. Vous voulez participer? Oui. Moi, en fait, j'ai une question sur... vous parliez des délits, en fait, des types de délits, mais est-ce que par rapport aux hommes, on a les mêmes déterminants sociaux, c'est-à-dire beaucoup plus de classes populaires qui sont représentées, beaucoup plus de populations d'origine étrangère? Est-ce qu'on retrouve la même chose que chez les hommes ou pas? Non, on ne retrouve pas les mêmes choses. On a d'abord une population beaucoup moins homogène. De fait même d'ailleurs je pense, enfin on est en cours, on n'a pas encore commencé l'écriture, hein, on est en plein terrain, donc ça demande encore quand même sans doute une élaboration plus fine, mais il y a dans ce qu'on a observé, il y a une hétérogénéité de statuts sociaux qui sont liés justement à ces formes de délits liés aux questions de violence conjugale qui traversent toutes les classes sociales, et donc je dis pas mais en tout cas une hétérogénéité plus forte que dans la détention homme où on a une homogénéité plus forte en termes d'origine sociale et de capital, pas forcément économique, mais d'origine sociale. Sur la question de la racialisation, idem, on a une hétérogénéité de groupes sociaux. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant, après, en détention, il n'y a pas un découpage relationnel qui est lié à ces formes de racialisation, mais c'est beaucoup plus hétérogène aussi en termes d'âge. On rencontre des femmes qui vont de 20 ans à 73 ans.
et en termes de capital culturel aussi, justement sur la question de l'accès à la bibliothèque, accès aux livres, on voit aussi que, en tout cas pour celles qui s'en emparent au démarrage, c'est qu'il y avait un capital critique et un capital culturel de départ qui leur permettait de se rendre légitimement vers les livres. Mais là aussi, évidemment, il y a une hétérogénéité et la différence avec les hommes, du coup, et après je te passe le micro, c'est sur les régimes de sociabilité. C'est-à-dire que pour les hommes condamnés, par exemple tout ce qui est trafic de stupes, etc., il y a des réseaux de sociabilité qui existaient avant la prison, qui continuent évidemment pendant la prison et qui vont continuer après. Et avec évidemment une économie parallèle qui fait fonctionner aussi le régime de détention. Alors que pour les femmes, ce réseau de sociabilité, il est inexistant. Donc ça aussi, c'est très différent. Moi, je réagis après coup. Je voulais rajouter 2 choses sur 2 points. Par rapport à votre question, donc c'est pas la même. Elle a répondu, c'est pas la même population. Il y a une plus grande hétérogénéité sociale. Alors c'est vrai que on fonctionne beaucoup avec des idées un peu qu'on glane de ci de là sur la prison. Je trouve que je vais m'auto-féliciter pour une fois. Je trouve que c'est important de s'occuper des femmes en longue peine, c'est-à-dire ce qui semble être le plus marginal du plus marginal, parce que la focalisation, la concentration des travaux, des regards sociologiques sur la dite surpopulation carcérale qui concerne davantage les hommes, a infléchi un peu l'intérêt des chercheurs en sciences sociales sur justement les déterminants sociaux, le type de population qui s'y trouve, la manière dont on punit les pauvres ou ce que vous voulez, des choses comme ça. Mais du coup, ça a détourné, je trouve, le regard du fonctionnement même de l'institution pénitentiaire, c'est-à-dire la manière dont elle fait exercer, alors c'est quoi le parcours d'exercice de la peine? C'est vraiment comment elle exerce son pouvoir ou son droit à punir. Qu'est-ce que ça veut dire punir au quotidien sur des années, des années, des années? Et ça, je pense qu'on le voit plus, enfin, on ne peut pas en tout cas ne pas le voir sur des longues peines. Et c'est pour ça que c'est important. Même si statistiquement parlant, il n'y a pas beaucoup, c'est pas représentatif, etc., etc. C'est l'aspect punitif de l'institution qui est mis vraiment en lumière avec ça. Alors l'autre truc j'ai oublié. La temporalité, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors allez-y, vous avez levé légèrement la main avant. Je voudrais apporter un petit éclairage archéologique dans l'étude sociologique des prisons pour avoir une idée de ce que pouvait être la prison dans les temps en France, c'est de voir ce qu'elle est dans les anciennes colonies. J'ai une petite expérience des prisons à Madagascar et comment on traite les femmes et les hommes différemment et comment on traite les prisonniers en général. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là, parce que ça nous amène à voir aussi tous les progrès qu'on a pu faire dans ce domaine-là sur le plan pénitentiaire en France. Mais alors, c'est bien que vous souleviez cette question, parce que ça m'intéressera bien d'avoir les références auxquelles vous pensez, mais parce que justement, quand on voit Badinter en 81, où après, il y a eu toute l'histoire après la réforme Levasseur en 2000, après ce rapport sur la santé, où il y a eu tout un discours public qui est donné par la pénitentiaire en disant il faut donner une image d'humanisation de la prison. La prison est le lieu de l'insertion, même dans les logiques de recrutement des surveillantes, des surveillants. C'est un lieu de réhumanisation. Eh bien, aujourd'hui, alors c'est une hypothèse, on peut en discuter, mais aujourd'hui, avec cette histoire de partenariat privé-public, il me semble que du coup, ce qui reste comme définition de l'État dans le rôle carcéral, c'est la surveillance. C'est une forme de pouvoir de coercition, c'est le contrôle des corps, mais tout ce qui relève au fond, par exemple, de l'accès aux formations, à la profession, c'est le privé. Alors, il y a toujours les conseils de probation de peine, mais ils ne sont pas si nombreux ou nombreuses. Par exemple, là où on est, pour 90 femmes, il y a 2 SPIP.
Donc pour faire, c'est quand même difficile. Nous, on s'aperçoit que on a des femmes qu'on a vues depuis le début de l'enquête qui sont sorties entre-temps. Elles sortent, ah oui, conseillers de probation et d'insertion de peine, qui sont en charge justement de l'insertion et de la sortie aussi. Nous, on a un certain nombre de femmes qui se retrouvent ce qu'on appelle en sortie sèche, mais sans rien. On a l'exemple d'une femme là, qui est sortie, qui a 53 ans, à la suite aussi d'un cumul de violences conjugales, etc. Là, actuellement, elle est dans un foyer depuis un mois, pas de RSA, enfin rien. Voilà. D'ailleurs, on a Marion Stalin, c'est pas là. Ah, voilà. Non, là, je peux le dire ? On a un projet de documentaire avec Marion qui s'appellerait Sortie sèche pour justement rendre compte des trajectoires de ces femmes après l'incarcération. Et donc, en tout cas, dans ce mouvement de partenariat privé-public, moi je pense qu'aujourd'hui, justement, on est dans un mouvement inverse au message d'humanisation de la prison ou de réhumanisation. C'est une hypothèse, mais est-ce que du coup, au fond, d'abord c'est un lieu de profit aussi, et puis d'autre part, puisque par exemple sur le cantinage, le privé, ici c'est Elior, là où on est, à 10% de marge bénéficiaire sur les produits, sur les cantinables, hein, vous savez qu'en prison tout se paie. Mais du coup, la mission officielle, elle peut plus dire simplement la prison est un lieu de l'insertion, puisqu'il y a une défragmentation au fond des services et des compétences. Mais c'est quelque chose qu'on va creuser, hein, c'est pas encore bien élaboré. Alors la deuxième question qu'il y avait. Alors, moi j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations sur votre démarche. Comment vous avez conduit cette démarche pour arriver à ce... Non, rien. Et puis, par rapport au choix... Je vais reprendre la question. Oui, oui. Le choix des intervenants, comment s'est-il réalisé? D'accord. Dans la mesure où avez-vous été libre? Ah, libre ou pas. Intéressant, un film en prison. Alors, la question, c'était ma démarche en tant que réalisatrice. Voilà. Donc, alors, moi, j'ai rencontré l'association Lire c'est vivre, hein, et c'est de cette rencontre qui est né le film. Alors c'est vrai que c'était les 30 ans de l'association en 2017. Ils cherchaient quelqu'un peut-être pour faire un film, pour fêter ce moment-là. Moi j'avais déjà des envies dans le passé de travailler sur l'enfermement. Et j'ai travaillé dans plusieurs documentaires sur des lieux. Voilà. J'aime beaucoup filmer des lieux. Et voilà, donc c'est vraiment le fruit de cette rencontre, hein, qui voilà, donc où j'étais assez libre effectivement de faire le film que vous avez vu. Sinon, pour la préparation du projet, je suis allée pendant 1 an à Fleury, 1 à 2 fois par mois pour écrire le film, pour rencontrer les personnes détenues et également pour saisir les enjeux esthétiques du film, hein, puisqu'on ne pouvait pas filmer les visages, hein, vous en doutez en voyant le film, j'imagine. Et je voulais absolument pas tomber dans l'écueil télévisuel du floutage des visages, qui renforce justement cette idée de stigmatisation, hein, de la personne, hein, et puis qui crée aussi une distance. Hein. C'est vrai, quand on voit à la télé, dans un reportage, quelqu'un avec le visage flouté, on s'est dit, ah là là, dis donc, ça doit être vraiment grave. Enfin, il y a justement ces 100 visages et un côté monstrueux, hein, qui renforce justement cette distance. Et c'est ça que j'ai voulu vraiment faire le contraire et d'être proche des corps. Alors, oui, en coupant le regard, ce qui est en même temps une dénonciation un peu de la déshumanisation de la prison, puisque la plupart des personnes que vous voyez à l'image ont signé leur propre droit d'image et voulaient figurer entièrement dans le film, la majorité, hein. Ou la moitié, enfin c'est... Voilà. Et voilà, mais en fait, leur image appartient à l'administration pénitentiaire. Donc ils n'ont pas ce droit sur leur propre image, hein. Et donc c'est ça aussi que je voulais montrer, parce que j'aurais pu montrer peut-être que les yeux, faire un film que sur les yeux, mais bon là on est quand même sur la lecture à voix haute, et donc l'idée c'était de faire un film sur la voix,
et de manière presque radiophonique. Voilà. Et en même temps, je voulais que l'image et les corps soient beaux pour rendre dignes ces corps qui sont soit tronqués, mais qui sont beaux, voilà, qui sont esthétisés. J'ai pas compris l'image. Les personnes, quand elles sont interviewées, présentées la première fois qu'elles parlent, se présentent dans l'ombre. Elles sont dans une salle particulière. Qu'est-ce que c'est cette salle et qu'est-ce que ça représente ? Alors oui, moi je voulais dès le départ avoir ces moments-là en tête-à-tête avec. Donc on a eu 5 personnes. Et donc là, c'est le décor que j'ai pu trouver, qui est l'aumônerie, la salle des fêtes, enfin un peu le mélange de tout ça. Mais c'est vrai que je trouvais cette salle vraiment intéressante parce qu'il y a les rideaux de théâtre. Et j'ai vraiment voulu travailler là-dessus, sur la représentation de soi. Alors, je n'ai pas pu faire des portraits de face, mais ce sont des portraits de dos, au milieu des rideaux du théâtre. Voilà. Donc, ce que tu dis, moi, ça me fait rebondir sur quelque chose aussi intéressant et qui, sur la question que tu posais tout à l'heure sur quelle est la différence entre les femmes et les hommes. Mais voilà, sur ce droit à l'image, alors ça, c'est quelque chose qui occupe beaucoup les récits. C'est que, contrairement justement aux hommes, les femmes, quand elles commettent des délits, notamment en longue peine, sont surmédiatisées. Alors, moi, là, parmi toutes les femmes que nous avons rencontrées, on tape leur nom, mais tout de suite, on tombe sur leurs affaires. Et alors, donc ça joue beaucoup, c'est-à-dire sur la question de la difficulté à ne pas pouvoir, au fond, garder son intime, puisqu'en prison, la notion d'intime, c'est pas forcément d'ailleurs la question du registre de la sexualité, mais ça renvoie justement à révéler ou non le délit, ou le type de délit. Pour les femmes, c'est impossible. Et il y a une émission qui leur font beaucoup de tort, pour lequel effectivement elles n'ont pas droit à l'image, et pour le coup, qui s'appelle Enquête criminelle ou quelque chose comme ça sur C8, où elles en parlent très régulièrement, où leurs affaires, est traitée sans leur accord. Et ça, voilà une des spécificités de la détention pour les femmes qui est extrêmement difficile dans le quotidien. Une question ? Oui, c'était juste, est-ce que vous avez été libre pour choisir les intervenants et juste sur un autre Ah si, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Pourquoi avoir fait une différence de traitement d'image, on voit le visage, oui. ça, et pas Voilà, mais justement, je voulais qu'on voit les intervenants de l'association, les gens qui viennent du dehors, entrer dans le dedans. Et eux, ils sont libres de montrer leur visage, leur identité. Et c'était de cette confrontation-là avec ceux qui restent le soir, à la fin de la journée, qui restent, dont on ne peut pas voir. Donc, Après, pour les 5 personnes que j'ai pu interviewer, donc évidemment, sur toute l'année, j'ai rencontré, mais comme c'est une maison d'arrêt, c'est très difficile en tant que documentariste, parce que même quand on fait un documentaire, on a des personnages, qu'on suit, qu'on crée, et c'est un peu pareil parfois aussi dans les enquêtes. Voilà. Et par exemple, 2 jours avant le tournage, parce qu'on a vraiment tourné comme une fiction sur 7 jours, puisqu'il faut vraiment anticiper déjà 2 mois à l'avance, il faut faire une liste de tous les plans que l'on va tourner, et ensuite faire un plan de travail comme en fiction, donc de telle heure à telle heure on est dans tel endroit, puisque par exemple... Après, on peut être bloqué dans un sas si on rate le temps pour sortir à la bibliothèque. À un moment, le couloir va être fermé parce que certaines personnes ont passé en promenade, etc. Donc tout le temps est vraiment chronométré. C'est très bizarre, ce temps en prison. On est en même temps en suspens. Il n'y a presque pas de temps, mais en même temps, il y a cet autre temps, ce temps des promenades, ce temps du droit, des sas, voilà, et des blocages. Donc voilà. Donc il fallait que cette liste de plans soit validée par une institution pénitentiaire, et on était constamment avec une surveillante avec nous pendant toute la durée du tournage. Mais voilà, donc c'était sur 7 jours. Et là, pour revenir aux personnes, alors les 5 personnes en tête-à-tête sont des auxiliaires de bibliothèque, donc ils font partie de ce groupe de formation. Et c'est le seul moment d'ailleurs dans l'histoire de Fleury-Mérogis, dans le temps, où des détenus hommes et femmes vont être regroupés, vont se rencontrer dans le même espace, vont partager quelque chose dans le même espace. Et donc donc c'est parmi ces personnes-là que j'ai pu, et selon les affinités aussi évidemment. Bonjour, j'ai bien
terminé un travail de recherche sur les limitations à la liberté sexuelle dans des lieux aussi. J'ai beaucoup travaillé sur la prison. Et je voudrais savoir, est-ce que vous, pendant la réalisation de votre film, ou est-ce que vous, mesdames, pendant votre recherche, vous avez pu aborder avec les détenues femmes la question de la liberté sexuelle et de l'identité sexuelle? Et est-ce que vous avez ressenti que cela était perçu par elles comme une peine supplémentaire? C'est ce qui ressort des écrits en général. Mais je voulais avoir votre avis qui vient du terrain directement. Alors, moi, je pense que on a pu avoir ce film et ce type d'échange parce qu'on était vraiment sur la littérature. Et littérature aussi, peut-être, comme prétexte pour être devant la caméra et pouvoir parler de ça. Donc, évidemment, je n'ai pas parlé de sexualité. Voilà. Je voulais juste ajouter, avant de passer le micro, en fait, les 5 interviews, la surveillante qui devait nous surveiller est sortie de la salle. Ce qui a permis quand même 1 heure à chaque fois d'entretien de qualité et avec sans surveillance, ce qui, je pense, change beaucoup les choses. Tu veux répondre d'abord ou tu... Oui, juste parce que m'est revenue la chose que je voulais tout à l'heure. Et voilà, je veux pas qu'elle s'échappe à nouveau. Voilà, c'est le côté dans quelles conditions on a travaillé, qui sont les gens qui pouvaient figurer dans le film. C'était pour dire que l'accès au prix littéraire, comme à d'autres activités, est un accès contrôlé, ne vient pas qui veut. Et c'est important quand même de savoir que les gens qui sont là ont été choisis, sélectionnés, que certains ont été éliminés ou n'ont pas accès. Alors je ne sais pas comment ça se passe au niveau des cercles de lecture, je trouve ça intéressant parce que ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup de l'amener là-bas. Donc, bonjour à tous. Kevin Fellman de Lire C'est Vivre. Donc, je vais du coup essayer d'aborder la question là des personnes qui sont sélectionnées, et, qui peuvent venir ou pas en cercle de lecture. Donc, en l'occurrence, c'est moi qui m'occupe des listes de cercles de lecture pour l'association. Les personnes détenues toujours décident de faire la démarche pour pouvoir s'inscrire, mais ensuite il faut que je les mette sur liste d'attente, que je les inscrive, que ce soit validé par la détention, toujours, parce qu'il ne peut pas y avoir par exemple un certain nombre de personnes jugées pour des faits de terrorisme, par exemple dans la même pièce. Donc du coup à chaque fois il y a une présélection faite par la détention. Et ensuite il y a une sélection, on va dire, plus officieuse, puisque en prison, il y a le tout-puissant pouvoir de la clé. Celui qui a la clé détient presque droit de vie ou de mort sur vous, en fait. Et du coup, il y a une sélection officieuse faite dans les couloirs de « non, toi, tu m'as cassé les pieds aujourd'hui, tu descendras pas », de « non, finalement, toi, je t'aime pas, tu descendras pas ». Enfin, voilà, là, on est plus dans le côté arbitraire et officieux de la prison. C'est-à-dire un lieu qui est supposé être à la base hyper carré, qui s'inscrit dans le ministère de la justice. Rien que ce mot justice est super important, et qui en fait est tout sauf juste, qui se retrouve sur des aspects extrêmement arbitraires et très très subjectifs. De la sexualité. Mais c'est aussi, vous pointez aussi quelque chose aussi intéressant, c'est comment fonctionne aussi le quotidien carcéral. Il fonctionne dans une instabilité des règles permanentes. Mais même pour nous, chercheurs sur le terrain, j'imagine pour vous aussi, c'est qu'on ne sait jamais, quand on rentre, ce qui va être possible. C'était possible la veille, ça peut ne plus l'être le jour où vous arrivez. Et pour les détenus au quotidien, c'est ça en permanence. Donc c'est vrai que ça fait partie du pouvoir autoritaire, mais qui crée une instabilité difficile à vivre dans le quotidien. Sur la sexualité, je ne sais plus qui a posé la question, c'était ici. Oui, dans les entretiens, ça a été abordé. Alors, pas forcément par nous directement, puisque c'était pas l'objet central, mais voilà, quand les femmes décidaient d'en parler, bien sûr, c'est évidemment abordé dans tous les enjeux liés à la question de la régulation de la mixité des espaces, justement, comme la littérature, comme accéder à une formation. Moi, j'ai assisté à la commission formation, justement, pour accorder ou pas à tel ou tel détenu d'accéder à la formation magasinier. Eh bien, un des critères d'acceptation de certaines femmes détenues, c'était la manière dont elles se comportaient
en mixité, c'est-à-dire la manière, si elle drague pas, si elle est... Voilà, ça a été un des critères d'accessibilité à la formation. Donc la sexualité, elle est présente. Alors, on pourrait dire comme ça rapidement, il y a au fond 3 types de récits. Il y a des récits, alors pour celles qui ont cumulé un certain nombre de violences justement conjugales, qui en prison commencent à dire, j'apprends à dire non. Pour elle, il n'y a pas une urgence fondamentale à retrouver une conjugalité hétérosexuelle tout de suite immédiate. Mais la sexualité occupe de la place dans le récit comme lieu aussi possible des violences, en tout cas comme lieu de reconstruction dans lequel elle réenvisage d'autres formes de conjugalité. Il y a, pour les longues peines particulièrement, des formes d'union qui se... Alors, il y a le chasseur français, qui est un haut lieu de recrutement des partenaires, puisqu'il n'y a pas évidemment Internet en prison. D'ailleurs, la bibliothèque, ça pose tout à fait plein de problèmes sur... Après, il y a des rencontres qui se font. Là, par exemple, on a une détenue qui n'a jamais vu, enfin si, elle a vu le partenaire, mais ils n'ont jamais été en proximité physique, puisque les espaces sont régulés dans la non-mixité. Mais elle considère que c'est son partenaire, ils vont se paxer, ils s'écrivent, ils s'envoient des SMS tous les soirs, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'évidemment les portables circulent en prison, voilà. Donc voilà, donc il y a des reconstructions conjugales liées à des récits au fond autour de la sexualité qui sont pas forcément vécus physiquement, mais qui existent dans les récits. Après, il y a bon, puis là, l'événement pendant l'enquête, ça a été une femme qui, lors d'une activité sportive, a couché avec un homme et qui a eu un bébé. Alors là, ça a été dramatique. Mais voilà, c'est son partenaire. Alors après... Mais il y a la punition collective. Oui, voilà, la punition collective, ça a été que les activités sportives ont été suspendues pour toutes les femmes. Après... Donc, on peut imaginer, pas pour les hommes, on peut imaginer ensuite les rapports entre elles en détention. Je vous laisse imaginer. Et puis, tout l'enjeu autour de ce bébé qu'elle a gardé et qui est suspecté, notamment par la direction pénitentiaire et constamment répété. C'est pas parce que vous avez un bébé que vous allez sortir plus tôt de prison. Bon. Et alors après, il y a les sexualités entre femmes. Alors, elles sont pas non plus... Il y a aussi là un fantasme que je trouve bien excessif. C'est pas non plus... Il n'y a pas une prolifération de sexualité, parce qu'il y a une idée comme ça que les femmes en prison... Alors, du côté des hommes, ils auraient des pulsions sexuelles incontrôlées, voilà, mais que les femmes sont garantes, au fond, de cet ordre-là. Et c'est pour ça qu'on leur interdit l'accès avec les hommes, parce qu'elles deviendraient quasi nymphomanes en prison. Il faut pas... Enfin, voilà, tout ça est très, très exagéré. Mais enfin, c'est une espèce de... Donc, pour les femmes, voilà, moi j'ai rencontré des femmes qui ont connu une érotique avec d'autres femmes, qui ont découvert l'érotique avec d'autres femmes, sans se définir comme lesbiennes, mais elles ont réellement, comme disent les sociologues de la sexualité, ouvert leur répertoire des pratiques, on va dire. Il y a de manière beaucoup plus minoritaire, des détenues qui s'auto-définissent comme lesbiennes, donc qui étaient lesbiennes avant d'être en prison, qui ont des histoires en prison, des relations stables, plus ou moins stables, avec le lien à l'extérieur-intérieur. Alors ces relations, quand on dit elles sont mieux acceptées que chez les hommes, c'est pas si vrai. Elles sont, je dirais, un mot que j'aime pas du tout, mais qui trouve tout son sens ici, tolérées, à condition d'être silencieuse. Et toute la question, c'est comment être silencieuse, sachant que ce qui est sanctionné en prison, c'est avoir des pratiques sexuelles visibles. Et comme évidemment les seuls moments pour se rencontrer, surtout en longue peine, c'est dans des espaces collectifs, c'est dans la salle de sport, donc voilà, c'est toute la difficulté de vivre une sexualité qui peut être acceptable à condition qu'elle ne soit pas visible, mais si vous vous rencontrez pas en cellule, c'est plus difficile. Et puis, il y a un stigmate quand même assez fort qu'on entend dans les récits. Chez les détenus aussi, il y a une hiérarchie, il y a du racisme. On a eu vraiment des propos et des régulations, des relations sociales complètement fondées dans des propos et des pratiques racistes. Il y a une misogynie intériorisée, mais il y a aussi, évidemment, je dirais, je sais pas si c'est... Moi, j'aime pas le terme de lesbophobie, mais en tout cas, une hiérarchisation des sexualités qui est aussi présente. Il faut pas croire que les détenus sont subversifs des normes de genre et de sexualité. Et donc, le terme de gouine
c'est pas lesbienne, mais le terme de Gwyn revient fréquemment pour désigner celles qui auraient des pratiques entre femmes, et c'est un terme de sanction, de stigmatisation. Voilà. Donc, je dirais que c'est toléré, mais sans bruit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on n'a plus que 5 minutes. Une dernière. Merci beaucoup. Ça n'est pas une question, c'est juste parce que je voulais pas justement intervenir avant que toutes les questions aient été épuisées. C'est juste quelques éléments peut-être factuels sur ce que j'ai entendu cet après-midi, et puis un dernier mot après, soyez rassurés, je serai très brève, un dernier mot après sur l'angle d'approche de votre documentaire, qui est effectivement de très très grande qualité, aussi bien dans le contenu, parce que vous allez, on voit bien à quel point les séances vont au-delà de la lecture elle-même. Il y a une transformation d'individus, il y a un accès à des univers littéraires, culturels beaucoup plus larges. Donc voilà, aussi bien sous l'angle du contenu que de l'apparence, de la singularité, de la subjectivité des uns et des autres. Je crois que ça rappelle justement que des détenus, des prisonnières, des prisonniers sont des personnes qui sont privés de liberté, mais qui ne sont pas privés de dignité, qui ne sont pas privés d'autres droits, et que le temps d'incarcération est effectivement un temps dans leur vie, et qu'il y aura une vie après, et que ce temps d'incarcération doit contribuer à la marche vers la vie après. Sur les éléments factuels sur lesquels je voulais revenir, il y a, j'ai noté donc parmi les questions et parmi des propos, la question des SPIP, donc des services de conseillers d'insertion et de probation. Il n'y en a certainement pas assez, mais c'est un corps qui a été augmenté, puisque moi je me suis chargée de l'augmenter de 25%. Et tous les recrutements étaient faits lorsque je suis partie. Toutes les conseillers qui ont été recrutés, avaient été recrutés, étaient en formation ou étaient déjà sur le terrain. 2 tiers étaient sur le terrain, le dernier tiers était en formation. Ça ne suffit certainement pas. Parce que lorsque on considère que la peine doit avoir un sens, ce qui est ma conviction, et c'est sur cette conviction aussi que j'ai construit notamment la réforme pénale, la peine doit avoir un sens. Il ne s'agit pas de porter un avis sur la peine prononcée par une juridiction, mais il s'agit de considérer que l'exécution de cette peine doit avoir un sens et que c'est un temps de vie. Donc, il n'y a certainement pas assez de conseillers d'insertion et de probation, mais c'est un corps qui a été augmenté. Et les méthodes aussi ont été renouvelées, puisque nous avons mis en place une équipe de recherche qui a travaillé avec les SPIP et qui ont reconsidéré les méthodes de prise en charge, d'entretien, d'accompagnement, etc. Sur les sorties sèches, normalement, il ne devrait pas y avoir de sorties sèches, puisque la réforme pénale d'août 2014, voilà, je dis bien normalement. Sur les longues peines, normalement, il ne doit pas y en avoir. Sur les courtes peines, il y a un vrai problème de délai, de prise en charge, de prise en compte et du calcul des 2 tiers d'exécution de la peine, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que... Et puis la question des partenariats publics-privés. Vous savez sans doute à quel point j'ai ferraillé contre, y compris pour le palais de justice qui vient d'être inauguré, et en expliquant que le ministère allait perdre pendant de longues années toute marge de décision libre sur ces investissements. Bon, oui. Malheureusement, ça n'était pas juste du niveau du garde des Sceaux, pas plus à mon époque qu'après, malheureusement. Donc, je ne veux pas vous importuner avec des éléments. Je voulais juste, à partir de ces éléments donnés, par exemple, j'ai développé également les partenariats avec les organismes de recherche, beaucoup, les universités, les organismes de recherche qui ont été renforcés, les organismes statistiques aussi, et notamment une distance par rapport à l'administration pénitentiaire pour que les organismes statistiques puissent très librement délivrer les statistiques. Ce que je veux dire en donnant ces éléments, c'est de rappeler que l'univers carcéral est un univers particulier. Et que la sexualité aussi, par exemple, rappelle que c'est vraiment un univers particulier. Nous avons développé les unités de vie familiale, les parloirs familiaux et les unités de vie familiale. C'est censé être des structures qui permettent que la personne incarcérée reçoive accueil et passe éventuellement un week-end avec sa compagne ou son compagnon. La question de la sexualité interne est une question taboue. La question de la mixité, la question de la possibilité de rencontre, la question du contexte dans lequel une histoire peut commencer là et se poursuivre, c'est effectivement une question taboue. Donc, lorsque je dis que le milieu carcéral est un milieu particulier, il faut qu'on s'en souvienne. Parce que c'est ainsi qu'on peut conduire la société à penser l'incarcération d'une façon moins crispée. Parce que
soit il faut beaucoup de courage politique pour oser, on se ramasse en plein la tête toute la journée, pour oser dire, mais moi je pense qu'il faut donner du sens à la peine, il faut faire en sorte que la prison reste une institution républicaine, c'est-à-dire qu'elle soit dans le cadre du droit, que les règles s'y appliquent et qu'il y ait des contrôles. Lorsque j'intervenais dans des établissements pénitentiaires, je disais au personnel pénitentiaire, vos meilleurs alliés sont le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, l'OIP, toutes celles et tous ceux qui viennent dans les établissements et qui vérifient, qui s'assurent que les règles sont respectées. Ils vous exaspèrent, vous voulez pas les voir, mais ce sont vos meilleurs alliés, parce que sinon, le fonctionnement de l'institution pénitentiaire repose sur vos épaules. Vous êtes à l'intérieur de ce milieu carcéral. À l'intérieur de ce milieu carcéral, vous devez faire régner des disciplines qui sont difficiles à faire appliquer. Hein. C'est vraiment la porte ouverte à tous les arbitraires possibles. Si vous êtes entre vous, parce que vous êtes tous enfermés là toute la journée. Et la nuit aussi, d'ailleurs. Vous êtes enfermés. Donc, si ça repose exclusivement sur vous, ça va être inévitablement le règne de l'arbitraire. Donc, si l'État se défausse, l'État renvoie en fait sur vous la responsabilité de tenir des personnes qui sont privées de liberté et qui, comme personnes normales, ne supportent pas cette privation de liberté. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à faire entendre dans la société que l'univers carcéral est un univers particulier, qui doit rester un univers républicain, et que pour qu'il reste un univers républicain, il faut rappeler sans arrêt que la peine doit avoir un sens, que la privation de liberté n'est pas la privation ni de dignité, ni des droits civiques. Je vous raconterai, par exemple, une autre fois, les difficultés pour faire installer des urnes, des points de vote pour des personnes. Voilà, je sais bien, parce que la gendarmerie répète qu'elle n'a pas suffisamment d'équipe pour venir récupérer. Voilà, il y a une cascade d'obstacles à chaque fois. Et ces obstacles, qui peuvent être objectifs, ils sont réels. Ils sont avancés pour empêcher que l'univers carcéral devienne quand même un univers de vie, comme un univers de vie sociale. Ça n'est pas la vie sociale de l'extérieur, mais c'est une socialisation et une socialité qui se trouve quand même à l'intérieur et qui doit rester une vie sociale. Donc voilà, il y a constamment des réticences, il y a constamment des blocages. Il y a des tendances lourdes aussi. Vous rappeliez, en plus des partenariats publics-privés, vous rappeliez la gestion privée. Alors moi, de mémoire, je me souviens qu'à mon époque, il devait en avoir 40% à peu près. L'établissement, il me semble que vous avez évoqué un chiffre plus élevé. Non, ah bon, d'accord. 40% à peu près, et moi, je me souviens qu'il y a des conventions que nous n'avions pas renouvelées. Et pour finir, parce que sinon, je vais vous importuner avec des éléments qui sans doute peut-être ne vous intéresse pas. Pour revenir sur la question de la culture, moi je pense profondément que la culture en détention est essentielle. En octobre 2015, j'ai organisé à la Chancellerie une journée culture en détention. À cette occasion, j'ai signé 13 conventions de 3 ans renouvelables, avec des grandes fondations, avec évidemment le réseau des musées de France, avec l'Institut du monde arabe, avec une styliste qui intervient dans les prisons de femmes, notamment, donc avec des organismes qui ont la possibilité et comment dire, l'engagement d'entrer dans les établissements et d'avoir des activités culturelles. Et puis, un dernier mot, c'était sur... il ne me revient pas. Sur la culture, c'est conventions de femmes, les sorties sèches, ça y est, les services pénitentiaires. Ah oui, les journalistes. Ils n'aiment pas tant que ça, les journalistes, parce qu'il m'a fallu modifier la loi de 2009 pour permettre... parce que les parlementaires, depuis longtemps, avaient la possibilité de venir dans les établissements. Et donc, quand je suis arrivée en fonction, j'ai rappelé aux parlementaires qu'ils avaient la possibilité de venir, y compris de façon inopinée. Ils pouvaient se présenter à n'importe quel moment devant un établissement pénitentiaire. Ils étaient admis à y entrer. Et donc, j'ai dû modifier la loi de 2009 pour permettre aux journalistes d'accompagner, parce que c'était compliqué. J'avais un projet de loi sur le secret des sources qui aurait vraiment créé le cadre des interventions des journalistes dans les établissements pénitentiaires.
Mais bon voilà, c'est un texte qui n'a pas abouti parce qu'il y avait des tas de blocages à l'intérieur même de l'Assemblée nationale et de la Commission des lois. Mais par bout, comme ça, j'ai pu mettre quelques dispositions, et notamment celle qui permet aux journalistes d'accompagner les parlementaires, donc de pouvoir entrer à n'importe quel moment. Il y avait des blocages. Moi, j'ai été saisie par les journalistes dès mon arrivée parce qu'ils n'arrivaient pas à entrer pour faire des documentaires, ils n'arrivaient pas à entrer pour faire des reportages, ils n'arrivaient pas, voilà, sous aucun prétexte, c'était constamment non. Et même les journalistes judiciaires, c'est-à-dire ceux qui interviennent constamment dans les juridictions, sont des personnes qui ne pouvaient pas entrer dans les établissements pénitentiaires. Donc, c'est pas qu'ils les aiment davantage. Ceci étant, c'est un métier difficile, surveillante et surveillant pénitentiaire. Et je répète, lorsque l'État se défausse, ce métier est très lourd et donc il entraîne des pratiques et des comportements arbitraires. Donc il y a de la responsabilité de l'État d'assumer que la prison est une institution républicaine et qu'à ce titre, elle doit être un lieu d'exécution des droits. Je vous remercie beaucoup, Madame Taubira. Eh bien, il est l'heure de... parce qu'il y a une autre séance, en fait, et ils attendent les gens dehors pour rentrer. Merci beaucoup, bonne journée.